Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc j'ai la lourde tâche en 15 minutes précises de vous parler, de vous montrer que nous vivons une rupture par rapport au changement climatique passé et que nous pouvons attribuer, alors non pas en partie mais en totalité, le réchauffement climatique aux activités humaines. Alors, comme ça marche, oui. Donc je vais commencer par ce premier constat, ce premier graphe qui montre l'évolution des anomalies de température globale de la planète depuis 1850, avec 1850-1900 la période de référence. Et donc cette année 2023, le dernier point, qui est l'année la plus chaude jamais observée depuis le début de l'ère industrielle, qui donc est pris comme référence. Et en fait c'était un record qui était attendu après celui de 2016, en présence, comme l'a rappelé Jean, d'un réchauffement climatique de l'ordre de 0,3 degrés par décennie depuis 1970. Si l'on regarde la dernière décennie complète, 2010-2019, par rapport à cette période pré-industrielle, donc on voit qu'on a un réchauffement de 1,1 degré et que le rythme du réchauffement est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Alors on note cette variabilité climatique, ces fluctuations climatiques et les changements de cette variabilité climatique, elle se définit en fait par un changement de la distribution des possibles météorologiques, dont les extrêmes sont inclus dans cette variabilité climatique, qui peut être due à plusieurs facteurs. Donc le premier, la réponse à un ensemble de facteurs qu'on appelle externes au système climatique qui modifient l'équilibre énergétique de la planète. Donc ces facteurs externes sont des facteurs naturels, l'activité solaire, l'activité volcanique, les paramètres orbitaux de la Terre, mais aussi des facteurs anthropiques, donc les émissions de gaz à effet de serre dont on a entendu parler déjà ce matin, les émissions d'aérosols, d'artificialisation des sols. Et puis se superposent à cette réponse des fluctuations spontanées du climat qu'on appelle la variabilité interne et qui s'explique par la nature qui est intrinsèquement chaotique du système climatique. Alors la question que l'on pose, c'est est-ce que le réchauffement observé depuis le début de l'ère industrielle est détectable? Est-il détectable? Alors détectable, ça veut dire qu'il existe des changements ou des tendances qui sont non nulles au sens statistique du terme. Ceci est équivalent également à tester en fait la compatibilité ou l'incompatibilité des changements que l'on a observés avec la seule estimation de la variabilité interne. La deuxième question, c'est que si le signal est détectable, si ce qu'on observe est détectable, est-ce que ce réchauffement observé est attribuable à un ou plusieurs facteurs causaux en lien avec le forçage externe que je vous ai présenté? Donc le contexte de ce cadre conceptuel est un peu particulier dans la mesure où la variabilité interne en fait est non observable. Pourquoi? Parce que le système climatique n'est jamais à l'équilibre en présence de changements permanents des forçages externes, de l'activité du Soleil, de l'activité des volcans. Et donc il est impossible d'attribuer les changements observés à une cause spécifique à partir des seules observations. Et pour cela, on a besoin généralement donc, des modèles, de la modélisation. Alors la modélisation, c'est un outil vraiment extraordinaire pour la communauté climatique. Les modèles, ils peuvent être considérés comme des maquettes. C'est des maquettes du système Terre, une représentation mathématique et simplifiée du système climatique basée sur les lois de la physique, les lois de la chimie, de la biologie, tout ça numérisé. Donc on prend la Terre, on la découpe en petits cubes dans l'atmosphère, dans l'océan, dans le sol, etc., etc. Et on résout en fait les équations de la physique, de la biologie, sur chaque petit volume de Terre, où on calcule donc les paramètres météorologiques, les paramètres océanographiques, etc., etc. Et donc, bien sûr, dans ces modèles, on introduit les forçages externes, donc soleil, les forçages externes naturels, activité solaire et volcanique, et les forçages externes anthropiques, émissions de gaz à effet de serre, aérosols, etc., etc. Et donc les modèles vont être au cœur en fait de ces techniques, de ces conclusions de détection et d'attribution. Alors ce qu'on fait, c'est que les modèles, c'est absolument génial parce qu'on peut leur faire n'importe quoi, on peut faire tourner la Terre en l'envers, on peut faire plein d'expériences un peu bizarres. Et ce qu'on fait, on utilise en fait dans notre communauté les modèles pour avoir en fait une estimation de cette variabilité interne. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend le modèle climatique, on fixe tous les facteurs externes, naturels et anthropiques, des émissions de gaz à effet de serre, à une valeur pré-industrielle, 1850, et on intègre les modèles sur des très longues périodes. Et donc on arrive en fait avec si on regarde ici sur ce graphe-là, les anomalies de température globale de la planète, on voit que ces anomalies de température globale de la planète fluctuent de manière spontanée puisqu'il n'y a aucun changement de forçage, donc c'est la variabilité interne. Et donc cette configuration de modèle, cette configuration de simulation nous donne une estimation de la variabilité interne qui est générée de manière spontanée dans le modèle. Et cette variabilité interne, elle correspond à des échanges d'énergie à l'intérieur entre les systèmes climatiques et à l'intérieur aussi des systèmes climatiques par
par exemple, entre l'océan de surface et l'océan profond. Donc on a une fluctuation naturelle du climat, et on voit que sur ce modèle-là, quand on prend deux périodes décennales qui sont séparées de 150 ans, on voit que le maximum en fait de variabilité interne, variabilité naturelle du climat, c'est spontanée du climat, c'est à peu près 0,4 degrés. Donc juste un petit warning ici, la nature chaotique du système climatique est bien prise en cause dans la modélisation. C'est ce qu'on appelle l'incertitude aléatoire irréductible et l'interprétation des résultats. Parce qu'on entend souvent dire qu'on ne tient pas compte du chaos dans les études climatiques. C'est absolument faux. En fait, on n'utilise pas un seul modèle, mais on utilise un ensemble de modèles. Et dans le dernier rapport du GIEC, on en a utilisé environ 40 que j'ai représentés ici par ces différents timbres-postes. Donc on a une estimation de la variabilité interne, et également une estimation des incertitudes liées à la modélisation en prenant l'ensemble des modèles. Donc une fois qu'on a ces 40 modèles, on regarde en fait le domaine des possibles associé à cette variabilité interne. Donc ici, vous avez sur ce graphe-là une distribution qui montre en fait le champ des possibles de cette variabilité interne qui est estimée ici par la différence entre deux périodes décennales de 150 ans. Et donc on voit que la variabilité interne en moyenne, enfin, a une distribution qui est centrée vers 0. Donc entre 150 ans, on a à peu près la moitié des modèles qui montrent qu'en fait, on n'a pas de tendance détectable, tendance significative, et on a un champ des possibles qui est entre moins 0,4 et plus 0,4 pour cette variabilité interne. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de fixer deuxième étape, au lieu de fixer les forçages à la valeur 1850, on les fait évoluer. On les fait évoluer de 1850 à 2019 ou 2023 aujourd'hui. Et donc, on a pour tous ces modèles, et on obtient donc une évolution de la température globale de la planète qui est représentée ici par tous ces spaghettis, un spaghetti par modèle. Et les noms, vous avez les noms des modèles un peu plus ici au-dessus, une quarantaine de modèles. Et donc, les modèles simulent, en présence de forçage externe qui évolue et en présence de variabilité interne, un réchauffement depuis le XXe siècle, avec donc une accélération ou un réchauffement plus prononcé depuis 1970, et avec un refroidissement relatif aussi dans les années 50 et 70. On entend beaucoup dire que les modèles climatiques ne sont pas capables de reproduire le refroidissement climatique de cette période-là, si ils sont absolument capables de le reproduire. Donc une fois qu'on a cet ensemble de spaghettis, on en déduit donc un domaine des possibles qui est représenté par, c'est le même graphe, mais montrant ici une enveloppe des possibles simulée par les modèles. Et puis on regarde comment les observations se situent dans cette enveloppe des possibles. Donc là, le climatologue ou le modélisateur est satisfait dans la mesure où les observations sont incluses dans le domaine des possibles des modèles. Donc les modèles sont utilisables pour comprendre et étudier les fluctuations climatiques. Donc je vais comparer ces deux périodes centennales, donc la dernière décennie et puis 1850-1900, ces périodes de 150 ans, et je vais comparer en fait les tendances sur ces périodes de 150 ans par rapport à la variabilité interne. Donc c'est la même chose que je vous ai présenté précédemment, mais maintenant pour ces simulations qu'on appelle des simulations historiques, donc on voit que la plupart des modèles, enfin l'ensemble des modèles ont des tendances qui se situent entre 0,6 et environ 1,5 degrés. La moyenne des modèles est donnée par cette barre et les observations sont données par les barres noires. Et donc on voit en fait que c'est la distribution entre la variabilité interne et ce qu'on observe est statistiquement différente, elle est même disjointe. Et donc aujourd'hui, on peut affirmer que le réchauffement observé est détectable au sens où il est incompatible avec la variabilité naturelle, avec la variabilité interne du climat. Donc une fois qu'il est détectable, il faut passer à l'étape d'attribution pour voir à quels facteurs causaux sont associés ce réchauffement climatique. Donc en fait, on va faire deux types, je ne peux pas revenir en arrière, on fait une autre simulation où on va fixer les gaz à effet de serre à 1850 et on va faire évoluer de manière observée les forçages naturels. Et donc on arrive à cette deuxième courbe que vous avez ici, un deuxième ensemble des possibles que vous avez ici en bas, où on montre qu'en fait, sans les émissions de gaz à effet de serre, sans les activités anthropiques, le climat serait relativement stable, on voit des petits pics qui sont dus à des pics de froid qui sont dus à des éruptions volcaniques. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que le réchauffement observé aujourd'hui est attribuable aux activités humaines, c'est-à-dire sans prendre en compte des activités humaines, on ne peut pas reproduire ce réchauffement. Je vais passer sur ça parce que je pense que c'est
je suis trop lent. Donc on peut voir que on montre en fait que donc le réchauffement est attribuable, le réchauffement de surface est attribuable, mais on regarde également dans l'océan, par exemple. Donc ici, vous avez une évolution du contenu de chaleur dans l'océan de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous voyez une augmentée continuelle de la quantité de chaleur stockée dans l'océan. Et les bandes de couleur en bas représentent l'évolution de la température en fonction de différentes profondeurs dans l'océan. L'océan de surface entre 0 et 500 mètres en haut, et puis l'océan profond en bas. On voit qu'on a un réchauffement de surface qui correspond bien évidemment au réchauffement de l'atmosphère. Et puis ensuite, on a une pénétration de ce réchauffement dans les profondeurs de l'océan. Donc l'océan est un très bon indicateur du changement climatique parce que l'océan intègre le déséquilibre énergétique que l'excès de gaz à effet de serre induit dans l'atmosphère. Environ 90% de l'excès de chaleur est stocké dans l'océan. Et donc on a une attribution complète de l'augmentation du contenu de chaleur dans l'océan de manière sans équivoque. Et on voit même qu'on a une accélération de l'augmentation du stockage de chaleur sur la dernière période. Une fois qu'on attribue aux activités humaines ce réchauffement, on va un petit peu plus loin et on regarde quels sont les facteurs dans cette activité humaine qui sont associés au réchauffement. Donc on fait les mêmes simulations, mais on débranche de manière incrémentale les différentes sources liées aux activités humaines, donc les gaz à effet de serre, les aérosols, etc., etc. Et donc on voit que si on compare la dernière période, donc 2010-2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, donc la petite barre ici en grisé correspond aux observations, donc 1,1 de réchauffement, et puis les barres sur la gauche, sur la droite, représentent la contribution des différents facteurs à ce réchauffement. Donc la première barre représente la contribution humaine totale, la deuxième barre, la contribution liée aux gaz à effet de serre. Troisième barre, la contribution liée aux aérosols. Et puis ensuite, l'impact des facteurs externes et de la variabilité naturelle. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Si. Quand on regarde ces valeurs, donc on a ici une estimation donc, des différents facteurs. Donc les observations 1,08 par rapport à l'ère pré-industrielle. La part anthropique, 1,07. Et donc on peut en déduire ici que l'intégralité du réchauffement climatique est liée aux activités humaines. La part naturelle et la part de variabilité interne sont autour de 0. Donc, réchauffement climatique intégralement attribuable aux activités humaines, les facteurs sont négligeables, et puis on peut aller plus loin, là je ne vais pas avoir le temps, où on peut déterminer la part relative des différents facteurs liés aux activités humaines, donc de certains types d'aérosols, de certains types de gaz à effet de serre ou autres. Et on voit que le CO2 domine, avec ensuite le méthane qui représente à peu près un tiers du réchauffement, et l'ensemble est compensé par l'effet refroidissant des aérosols, principalement des aérosols soufrés. Et ce sont ces aérosols qui expliquent en partie le refroidissement des années 1950-1970 pendant le boom de la période industrielle. Donc sur la base d'un ensemble d'éléments probants et de nature qui sont diverses et indépendantes, donc des observations, des modélisations, des approches différentes, des théories, des processus, et après l'évaluation et la prise en compte de l'ensemble des sources d'incertitude, nous pouvons conclure que l'influence humaine a réchauffé le climat de manière sans équivoque. Et nous pouvons même aller plus loin en disant que le réchauffement, les activités humaines expliquent l'intégralité, la totalité du réchauffement climatique observé. Un zoom sur la France pour finir, je pense que... 8 minutes 30. Un zoom sur la France par rapport au monde. Donc vous avez ici les estimations des différents facteurs pour la France. La France s'est réchauffée de 1,57 degrés, 1,6 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle sur la dernière décennie complète, donc un peu plus vite que l'échelle mondiale, mais de manière à peu près conforme à la moyenne sur les continents. La part de la variabilité, la part du forçage anthropique est de 1,41. Variabilité interne a contribué à réchauffer un tout petit peu et la variabilité naturelle de 0,04. Donc on peut conclure sur la France que 90% du réchauffement observé est attribuable aux activités humaines. Une fois qu'on a dit ça, comme l'a rappelé Jean, le changement climatique des 20 prochaines années est écrit, mais la variabilité interne est extrêmement importante. Et je vais juste finir sur ce point-là, parce que la variabilité interne est extrêmement importante, en particulier pour les stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc je vais me focaliser sur les 20 prochaines années, le champ des possibles climatiques sur l'Europe des 20 prochaines années, 2020-2040. Donc sur cette carte, vous avez le réchauffement climatique attendu
donc notre meilleur estimateur du réchauffement, pour le scénario tendanciel, c'est-à-dire le scénario qui consiste à, dans lequel les émissions de gaz à effet de serre, comme l'a rappelé Jean, restent constantes jusqu'à peu près 2030. Donc vous avez un réchauffement, donc c'est une différence entre les 20 prochaines années et puis la période récente 1995-2014. Et donc on voit qu'on a un réchauffement additionnel par rapport à ce qui s'est passé sur le XXe siècle, de l'ordre de à peu près 2 degrés sur l'Europe du Nord-Est et puis sur la France à peu près de 1 degré. Et ça c'est la moyenne de tous les modèles et la moyenne de quand on a en fait enlevé la variabilité interne, c'est l'estimation du forçage, de la réponse du système climatique, donc du réchauffement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre, à la diminution également des aérosols. Mais en fait, notre possible va être là-dedans. Il va être là-dedans. Ici, vous avez 30 réalisations possibles, incluant la variabilité interne, de ces 20 prochaines années. Et donc, vous avez des cas où l'Europe se réchaufferait beaucoup plus vite que la seule réponse liée au forçage par les gaz à effet de serre, environ 2 fois plus vite, et des cas où, en fait, l'Europe se réchaufferait peu par rapport aux 20 prochaines années, dû aux seules fluctuations de la variabilité interne. Donc en fait, il est essentiel d'aller au-delà de la réponse climatique due aux activités humaines, en particulier pour les stratégies d'adaptation, la gestion des risques et l'évaluation des besoins en énergie et en eau, parce qu'on va être là-dedans. Ce qui est important, donc cette variabilité interne, elle peut amplifier le réchauffement climatique dû aux activités humaines, ou alors le moduler avec un changement qui est faible. Par exemple, un très bel exemple de variabilité interne, cette année, c'est celui-là. Vous avez ici vous avez ici l'anomalie de la température pour le mois d'octobre dernier. Alors c'est la même chose pour tout l'hiver, hein. Et donc vous reconnaissez la France est au milieu. Et puis vous avez un petit point bleu là, un petit point bleu sur la Scandinavie, où les températures étaient plus froides cet hiver que la normale. Donc ça, c'est le lieu de vacances des climato-sceptiques en 2024, hein, où en fait c'est le seul endroit en fait, où il fait un petit peu plus froid sur l'ensemble de la planète, qui est dû à la variabilité interne. Important aussi, donc j'ai parlé de température, important également de considérer la variabilité interne sur la température. Et je finis juste par cet exemple. Qu'est-ce que j'ai dit ? Important également de considérer la variabilité interne pour les précipitations. Et je finis juste sur cet exemple-là, parce que les précipitations sont des enjeux qui sont absolument considérables pour l'Europe. On entend beaucoup parler de bassines en ce moment. Et je voudrais vraiment conclure ici sur le fait que ce n'est pas si facile. Donc ici, vous avez sur ces cartes-là l'évolution de la précipitation attendue vers 2050, qui est à peu près l'horizon d'adaptation, l'horizon de vie, ou la durée de vie des infrastructures de type bassine. Donc en hiver, vous avez donc les couleurs vertes correspondent à une augmentation des précipitations attendues. Les couleurs marron représentent une diminution des précipitations attendues. Et puis vous avez ces barres. Ces barres en fait qui montrent qu'en fait même si on a un signal, c'est-à-dire un changement attendu qui est non nul, ce signal-là n'est pas forcément robuste ou noyé dans la variabilité interne. Et on voit qu'en hiver, sur la France, on a un signal, un changement attendu, qui n'est pas robuste. Donc cet excès de précipitation qu'on entend souvent, il pleuvra plus en hiver, c'est quelque chose qui n'est absolument pas robuste, qui est dépendant des modèles et qui est noyé dans la variabilité interne. Par contre, en été, on a un assèchement qui, lui, est relativement robuste, en particulier sur l'ouest de la France. C'est les précipitations. Si on regarde en termes d'humidité du sol, sur l'hiver et sur l'été, on a un assèchement qui est, alors en été, qui est extrêmement robuste, et en hiver également. Donc en fait, on a une diminution de la ressource en eau totale sur ces périodes-là. Donc il est absolument important de considérer cette variabilité interne et de considérer les incertitudes liées à cette variabilité interne et à la modélisation quand on parle de stratégie d'adaptation et d'atténuation. Pardon, surtout d'adaptation. Je vais passer. Donc pour conclure... Oui. Mais concluez. Ah oui, mais j'ai conclu, mais j'ai pas mes slides, alors ça va être... voilà, ça y est, ils sont revenus. Pour conclure, donc, nous vivons, comme je vous l'ai dit au début, une rupture par rapport à la variabilité climatique passée, et nous entrons vraiment dans l'inédit pour l'espèce humaine sur de nombreux facteurs géologiques. Donc les changements sont généralisés, ils sont rapides, ils affectent toutes les régions du monde, tous les compartiments du système climatique. J'ai montré l'atmosphère, j'ai montré un petit peu l'océan, et nous vivons dans notre chair, il s'intensifie aujourd'hui. L'influence sur
humaine sur le climat est sans équivoque. Les changements sont 30 secondes. Les changements sont détectables, ils sont attribuables aux activités humaines. Et c'est vraiment l'intégralité, 100% du réchauffement, la totalité qui est due aux activités humaines. Et tout cela se traduit par des phénomènes extrêmes qui sont plus violents, plus intenses, et Robert va en parler par la suite. Donc, de manière sans équivoque, nous sommes intégralement responsables du passé, mais de manière différenciée. Nous sommes intégralement en capacité d'agir aussi, mais de manière différenciée. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'agir. Et donc, comme l'a dit Jean-Baptiste et aussi Jean, tout ça, c'est vraiment un plaidoyer pour l'action parce que cette décennie est vraiment cruciale. Les choix et les décisions d'aujourd'hui conditionnent les risques du climat de demain. Et demain, c'est 2030-2040. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai eu énormément de questions, donc on ne va pas avoir le temps de les traiter tous. Et n'hésitez pas à voter, ce qui m'aide à orienter les questions les plus intéressantes. Alors il y a des questions à la fois techniques et des questions sur la façon de faire et sur les résultats. Alors je vais essayer de les regrouper un petit peu. Alors j'ai deux questions sur la façon de faire. Une qui relève du nombre de paramètres ajustables, qui est un élément clé de la comparaison expérience par rapport aux résultats obtenus. Comment on contrôle ce nombre? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à en rajouter de façon infinie, ce qui donne qu'on pourra fitter à peu près toute la réalité de l'expérience? C'est la première question. Alors, la seconde, je vais la poser, elle est dans le même style. Okay. Les modèles, par définition, ne peuvent pas prendre en compte tous les paramètres de la réalité. Donc, il faut faire des choix. Et éventuellement, il manque des connaissances. On ne connaît pas tout sur tout. Donc, comment on fait pour essayer d'orienter les choix de ce qu'on met et ce qu'on ne met pas dans un modèle? Voilà, c'est les deux questions techniques. Alors, première sur les paramètres, oui, il y a un très très grand nombre de paramètres, on appelle ça, et on ajuste ces paramètres en fonction en fait des observations, en fonction des processus qui nous permettent de déterminer le domaine des possibles de ces paramètres-là. Il faut noter que les paramètres les modèles que l'on utilise, par exemple le modèle d'atmosphère, sont aussi des modèles qui sont utilisés pour la prévision météorologique. Donc les paramètres climatiques ne sont pas spécifiques aux études sur les échelles de temps longues, mais aussi sur les paramètres météorologiques. Donc il faut se caler le plus aux observations. Donc il est très important d'avoir des observations, d'avoir des campagnes de mesure pour pouvoir bien affiner ces paramètres-là. Sur la deuxième question, en fait, je pense qu'il faut d'abord avoir une réflexion sur la question posée et donc de déterminer quel est le meilleur outil pour répondre à la question posée. Donc en fait, les différents modèles, les modèles seront différents suivant la question posée. Si l'on veut s'attacher à une description régionale, par exemple du climat sur la France, il faut des modèles à très haute résolution et des modèles qui simulent très bien les extrêmes climatiques régionaux. Si l'on veut étudier, par exemple, si l'on veut revenir sur si l'on veut compléter ces analyses de détection et d'attribution à l'échelle globale, on n'a pas besoin d'avoir des modèles très sophistiqués. Comme disait Jean, les modèles d'il y a 30 ans à peu près donnaient les mêmes résultats, alors qu'aujourd'hui, les modèles de 30 ans, ils peuvent tourner sur un téléphone portable. Bien. Alors après, j'ai un certain nombre de questions autour du fait, est-ce qu'on inclut tous les effets dans les modèles? Alors je vais les citer globalement et puis tu répondras l'un après les autres. Alors, d'abord sur la variabilité interne, est-ce qu'elle est augmentée avec l'augmentation de la température? Alors ça dépend des zones. Oui, la variabilité interne est augmentée en fonction des températures, en particulier dans les zones arctiques, où on a un changement radical de la surface, donc avec une perte de neige et de glace, qui est empêchée, qui étaient des formes de buffer, de temporisation de cette variabilité interne. Donc en absence de neige et de glace, oui, on a une augmentation de cette variabilité interne. On voit également que la variabilité, en tout cas le cycle de l'eau, la variabilité interne associée au cycle de l'eau augmente également en fonction des niveaux de réchauffement. C'est pour ça qu'on a aussi des extrêmes qui sont plus prononcés et on a des périodes de sécheresse et des périodes de fortes pluies qui sont également plus contrastées. Alors après, j'ai une question sur
autour des conséquences directes et ensuite indirectes sur les modèles des effets de réchauffement climatique. Avec la fonte des banquises et du permafrost, les facteurs de réchauffement ne sont plus directement d'origine humaine, même si elles le sont de façon indirecte. Est-ce que cela est pris en compte dans les modèles? C'est-à-dire le fait que le réchauffement entraîne la fonte de la banquise, entraîne la fonte du permafrost, etc. C'est même le cœur des modèles. C'est le cœur des modèles parce que le fonctionnement du système climatique ne peut se passer de ce qu'on appelle les rétroactions climatiques, qui sont absolument centrales dans la modélisation climatique. Donc l'effet que la banquise disparaisse, ce qui entraîne une amplification du réchauffement parce que l'effet d'albédo, c'est-à-dire de réflexion du rayonnement solaire par les surfaces réfléchissantes diminue, est absolument essentiel. Sur le permafrost, il reste encore des incertitudes en termes de modélisation, des incertitudes profondes. Donc la fonte de permafrost et l'augmentation des gaz à effet de serre émis par cette fonte est simulée dans les modèles, même avec ces incertitudes. Et donc on voit qu'en fait ce seraient des facteurs qui amplifieraient fortement le réchauffement. Et il est absolument important de considérer ces éventualités dont on ne connaît pas trop la probabilité parce qu'on a encore besoin de mesures et également d'amélioration des représentations de ces processus dans les modèles, mais qui auraient des impacts très importants. Alors, on a le temps pour une dernière question que je ne manquerai pas de poser. Qu'est-ce qui va advenir de notre Gulf Stream? Il semble qu'il y a des prédictions d'affaiblissement, voire de disparition du Gulf Stream. Est-ce que ça se voit dans les modèles? Et jusqu'à quel niveau on peut prédire ce qui va arriver à notre courant qui réchauffe des endroits et refroidissent d'autres? Alors, ne paniquons pas. Le Gulf Stream ne va pas s'arrêter. Bon. Parce que la circulation du Gulf Stream, le Gulf Stream est essentiellement expliqué par la rotation de la Terre et la présence de l'Amérique, la présence de la géométrie en fait des bassins. Le Gulf Stream fait partie d'une grande circulation qui transporte de la chaleur des tropiques vers les pôles, qu'on appelle la circulation thermohaline. Et c'est cette circulation-là qui, dans les projections climatiques, qui tend à diminuer. Je pense que Gérard, peut-être Annie parlera de cette éventualité-là. Ce que je veux bien préciser, c'est qu'on entend beaucoup des discours un peu catastrophistes. Si le Gulf Stream s'arrête, bon, ça ne s'arrêtera pas. Si la circulation thermohaline s'arrête, elle peut s'arrêter ou elle peut fortement diminuer, mais elle diminuerait avec... en tout cas, les conséquences de cette diminution sur l'Europe seraient un léger refroidissement. On ne va pas du tout rentrer en ère glaciaire, mais avec des conséquences importantes en termes de précipitations et qui induiraient en particulier des sécheresses sur l'Europe et sur l'Afrique. Donc, important aussi pour rassurer nos Bretons. On en a un dans la salle qui est important pour nous. Voilà. En fait, le climat océanique n'est pas... Sur l'Europe, le contraste entre l'Europe et puis le Québec est expliqué non pas à 100% par le Gulf Stream, comme on entend souvent, mais par le fait que les vents sont tout simplement d'ouest et transportent de la chaleur de l'océan vers le continent. Et donc, il y a à peu près 10% de la différence de température entre Québec et Bordeaux qui est associée au Gulf Stream, donc en tout cas à la circulation thermohaline ou au transport de chaleur. Donc, ne paniquons pas, même si dans un monde un peu farfelu où tout ça s'arrêterait, la température sur Brest ne deviendrait pas Québec. Merci beaucoup. Donc, je vois que Jean Jouzel est rassuré. Voilà. Et pour ma part, je suis rassuré d'avoir appris que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, ce qui est quand même un élément important du futur. Merci à tous.